Mais au rythme où on s'endette, vous n'êtes pas inquiet? J'ai dit que je suis inquiète par rapport à la dette. Mais maintenant, il faut qu'on trouve une contrebalance pour réduire cette dette. La réduction de cette dette va venir de quoi? L'argent ne tombera pas du ciel quand même. Oui. Mais vous voulez que ça vienne de quoi? Moi, je vous propose une alternative. Je parle d'industrialisation. C'est le seul moyen. Aucun État développé ne s'est fait sans être industrialisé. Ce n'est pas possible. Qu'on me donne un seul nom. Vous connaissez beaucoup de pays qui se sont industrialisés à très court terme parce qu'à l'impression, à vous entendre parler, on a l'impression que c'est des choses qui se font du jour au lendemain. Non, pas du jour au lendemain. On a, en réalité, si on prend même le cas de l'horizon 2035, ça fait combien d'années? On a une certaine marge. Maintenant, disons que... Sauf qu'en attendant, avant d'atteindre cet horizon 2035, il va falloir rembourser. Hein. Vous êtes au courant de cela? Mais je suis d'accord qu'il faut rembourser. Et avec quoi? Mais ça fait 50 ans, ça fait 50 ans qu'on rembourse les dettes quand même dans ce... C'est terrible. Mais l'Afrique rembourse des dettes depuis 50-60 ans. Est-ce que c'est aujourd'hui que ça va s'arrêter? Alors, pendant qu'on parle de la dette, ok, je veux bien qu'on parle de la dette, puisque vous prenez vos exemples sur l'Occident. La France est un pays surendetté. Mais avec une économie compétitive. Compétitive par rapport à l'Europe. Avec une économie que vous reconnaissez au moins compétitive. Capable de vendre des produits qui s'achètent sur le marché international. Qui n'a rien à voir avec le Cameroun, qui pour le moment ne vend que des matières premières. Le Cameroun, non, encore que non. Je dis, je ne suis plus d'accord parce que ce n'est plus la réalité. Le Cameroun a commencé à transformer quoi jusqu'ici? Nous commençons avec l'agroalimentaire. Allons-y tout doux. Nous avons commencé avec l'agroalimentaire. Donc, on peut aller très vite selon la disponibilité de tout le monde. Je dis bien tout le monde. Arrêtons de faire comme si c'est seulement l'administration qui va faire des choses. Moi, je suis du secteur privé. Mais vous pensez que c'est l'administration qui m'a amené les technologies que j'ai pu avoir? Ce n'est pas l'administration qui me les a données. Donc, par exemple, nous avons la Nord qui doit se mettre au travail pour avoir nos propres normes. La Chine prend ses normes où? La Chine ne s'est pas développée avec les normes européennes. Les États-Unis ne se sont pas développés avec les normes européennes. L'Afrique du Sud a déjà ses normes. Le Nigeria voisin a ses normes. Pourquoi nous, les pays de la CEMAC, nous voulons continuer à fonctionner avec des normes qui ne sont pas les nôtres et nous ne pourrons pas progresser? C'est pas possible. C'est tout simplement... En fait, la base est là. Nous voulons arrêter l'endettement. D'accord. Comment l'arrêter? Il faut transformer. Maintenant, comment transformer? Nous n'avons pour l'instant pas suffisamment de technologie. Donc nous sommes à la phase de négociation de transfert de technologie. Maintenant, il faut qu'on aille vite. Moi, je ne suis pas une apporteuse de problèmes. Je suis une apporteuse de solutions. J'aime qu'on trouve des solutions. Les problèmes, on en a tout le temps. Si chacun chez lui, tous les matins, en se levant, se disait « Oh mon Dieu, je n'ai que des problèmes », on ne s'en sortirait pas. Maintenant, je suis là pour qu'on trouve des solutions. Moi, les solutions sont industrielles. Je suis une industrielle. Je ne parle que d'industrie. Je ne suis pas une commerçante. C'est pour ça que moi, le commerce international, ça m'intéresse trop peu. Parce que nous n'avons pas assez à donner, trop peu à prendre. Donc, la balance ne sera jamais faite. On parlera largement d'industrialisation, rassurez-vous. Mais j'aimerais qu'on sorte rapidement de cette première phase d'échange sur des questions d'actualité en abordant le dernier rapport de Doing Business. Le Cameroun a gagné 3 places, passé de la 166e place à la 163e place. Ça vous fait sourire? Oui, ça me fait sourire parce que, en fait, vous savez, pour moi, le Doing Business, c'est comme un rapport d'Amnesty International. C'est comme Doing Business, ils ne sont jamais venus me voir. Je ne les ai jamais vus. Je suis à la zone industrielle Maxi de Bassa. Ils connaissent combien d'entreprises à la zone industrielle? Vous semblez minimiser tous les rapports qui viennent des structures qui ont une notoriété et une probité certaine. Hein? Non, non. Notoriété, probité certaine, non. Ça, c'est de... C'est la victimisation africaine encore, ça. Moi, je suis sorti de là depuis très longtemps. Hein? Je suis sorti de là depuis très longtemps. Ça veut dire que ce que les autres disent de nous n'est pas forcément vrai. Hein? Doing Business dit... Justement, c'est ça, c'est-à-dire... On renvoie à l'international l'image que les autres veulent bien nous donner. Dans une chaîne de télé française, l'autre jour est passée une émission où on a vu des images datant de quelques années avant. Et pourtant, beaucoup d'Africains ont fait des commentaires là-dessus et on dit, allons-y, c'est réel. Mais quand est-ce qu'on va en sortir? Sortons de là. Moi, je voudrais bien qu'on sorte d'abord de Doing Business est géré par qui? Qui commande? Qui est aux manettes du Doing Business? Dites-moi déjà qui est aux manettes du Doing Business. Je vous dirai si c'est la probité. Les institutions de Bretton Woods. Vous voulez que je cite des noms? Justement. Alors, et ces institutions mondiales ne connaissent pas mon pays à Babimbi. Mais de quoi on parle ici là? Ils connaissent les DA? Non. Quelqu'un s'assoit sur Internet, sur Google, tape 2 ou 3 tableaux. C'est ce que nos experts aussi font. Hein.
aux conférences, je n'arrête pas d'en parler depuis un moment, qu'on arrête de nous ramener des tableaux, qu'on nous ramène des tableaux réels. Quand vous voulez me parler du doing business au Cameroun, dites-moi, doing business, je pose encore la question. Moi, j'étais au corps à corps avec des femmes pendant pratiquement 2 semaines. 800 femmes. Dans les 800 femmes du programme GEM du BIT, vous savez combien sont sorties avec des entreprises? Mais encore faudra-t-il maintenant que ce soit le BIT qui vienne soutenir ces entreprises? Maintenant que le GICAM, par exemple, a compris, le GICAM va prendre ses responsabilités et va accompagner ces femmes. C'est une certitude pour que ces femmes réussissent leurs entreprises. Voilà, par exemple, un cas d'école simple. Mais vous n'allez pas croire en ça. Pourquoi? Parce que c'est local. Parce que ça vient de nous. Dans ce cas, ce que moi, Madame Chico, j'ai à dire ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Mais je suis pourtant sur le terrain. Très bien. J'aimerais qu'on dise un tout petit mot sur le Cameroun Business Forum. On en était à la 8e édition. Pensez que ça a apporté grand-chose à la réforme et à l'amélioration du climat des affaires au Cameroun? Non. Ça je suis, soyons clairs, non. Non. Et la preuve en est que je n'ai pas été à la dernière édition. Parce que moi, je ne suis pas partante pour du surplace, pour faire du surplace. Moi, j'ai piétiné sur place. Non. Moi, je suis une hyper active, comme vous l'avez annoncé. Moi, ça doit marcher. Pour moi, s'il n'y a pas de changement... Ça prend beaucoup de temps pour vous? Les mesures ne sont pas bonnes, les résolutions ne vous paraissent pas suffisamment adaptées à la situation? Voilà, c'est pas adapté. En fait, eux, ils pensent qu'on a le temps, justement, au niveau de l'administration. La différence entre l'administration et le technicien, c'est que l'administratif pense qu'il a le temps. Le technicien, c'est qu'il n'a pas le temps. Nous, c'est une question de temps. Il faut qu'on aille très vite. Parce qu'il faut qu'on rattrape des choses. Mais c'est nous qui sommes, une fois encore, la responsabilité nous en revient. Mais alors, si eux, ils sont tout le temps en train de s'asseoir et de penser qu'ils ont le temps, je suis désolé. Pour moi, le Cameroun, au niveau du Cameroun Business Forum, c'est une déception encore. J'espère que l'année qui arrive, ils sont en train de préparer. J'espère que ça va vraiment avancer. Parce que nous avons beaucoup tous misé là-dessus. Mais si, une fois de plus, ça n'avance pas... N'y a-t-il pas une amélioration dans le processus de création des entreprises au sortir de ces multiples assises? L'amélioration est faite sur le papier. Mais est-ce que les Camerounais ont compris, ont assimilé cette amélioration? C'est une question maintenant d'information. Il faut qu'on informe les Camerounais sur les améliorations, parce que de toute façon, c'est adressé à eux. Ce n'est pas adressé aux Occidentaux, parce qu'en réalité aussi, c'est ça. On a l'impression que quand on dit investir au Cameroun, ça doit venir de l'extérieur et venir investir. Non, il faut que les Camerounais s'approprient toutes ces différentes, comment je dirais, pratiques, parce qu'en fait c'est même des pratiques, hein, pour l'instant c'est même pas encore véritablement institutionnalisé, c'est des pratiques de tous les jours. Il faut aller à tel endroit, il faut aller à tel endroit, mais c'est une question d'information. Et là encore c'est le secteur privé, parce que au niveau de l'administration, on a constaté qu'ils sont lents. Qu'est-ce que le secteur privé peut faire pour aller vite? Il faut informer. Donc les organisations patronales doivent prendre leurs responsabilités, organiser des forums, pas des forums pour manger, pour boire, comme on en voit tout le temps et dépenser de l'argent, parce que cet argent peut servir à la création d'entreprises, mais des forums pour informer véritablement les Camerounais, quels qu'ils soient. Les Camerounais ont un peu de moyens, mais quand je vois des jeunes qui dépensent 2 millions pour aller mourir en Libye, et tout le monde se met à crier, à pleurnicher, mais avec 2 millions de francs, on peut démarrer une affaire au Cameroun et la rendre viable. Donc c'est une question d'abord d'information. C'est bien de mettre des institutions en place. Mais si ces institutions n'informent pas sur leurs pratiques internes, sur l'élaboration de leur cheminement en fait, parce que nous devons les suivre. Nous devons les suivre. Mais pour les suivre, il faut que nous ayons l'information et la bonne information dans les temps. Et la réactivité du côté du secteur privé doit aussi être là. Parce que si on n'est pas réactif, les institutions vont dépenser beaucoup d'argent pour rien et à la longue, elles vont fermer encore. Un mot sur l'immigration clandestine. Alors, l'immigration avec le cas de la Libye. Bah, alors, moi, j'ai dit, pour moi, c'est un non-événement. Pour moi, c'est un non-événement, en fait, en réalité. Une fois de plus, franchement... Pourquoi c'est un non-événement? C'est un non-événement parce que ce n'est pas la traduction de l'échec des politiques de développement sur le continent, de l'échec des politiques de développement. Sur le continent. Ah bon? Ah non, je ne pense pas. C'est une question, Madame Chico. Non, je ne pense pas, parce qu'en fait, en réalité... Vous avez l'impression que les gens... C'est une question d'éducation. C'est une question d'éducation. Éduquons nos enfants. Non, arrêtons d'éduquer nos enfants avec les chaînes de télé étrangères. Arrêtons d'éduquer nos enfants à rêver de vie qu'on n'a pas en réalité. Vivons la réalité de chez nous. La réalité de chez vous, c'est quoi? La réalité du Cameroun. C'est un chômage
inquiétant. Alors, est-ce que vous pensez qu'il y a... Vous voulez... Je vous donne donc des indices. C'est un SMIC à... Le SMIC, 37 000 francs CFA. C'est la réalité des choses. Vous voulez qu'on vous donne des indices qui non, font non, le SMIC, de la réalité de vous, une réalité qui est difficile à... Un mototaximan, il gagne combien par jour? Une callboxeuse gagne combien par jour? En fait, en réalité... Presque pas grand-chose. Ah bon? Ah ben on voit, mais franchement, je ne sais pas d'où vous Madame vous sortez, mais moi, je vis combien gagne une callboxeuse callboxeuse si vous connaissez? Ah ben oui, si, puisque moi, je travaille avec une callboxeuse. Combien gagne-t-elle? Si moi seul, moi, Madame Chico, j'arrive à verser à ma callboxeuse de proximité 40 000 francs par jour. Si moi seul, j'arrive à lui verser 40 000 francs par jour, et qu'on se dise que dans les 40 000 francs, une seule cliente. Vous êtes dans les suppositions, Madame Chico. Non, je vous dis la réalité, c'est ce que je verse par jour. Parce que j'aime, mais moi-même, je prends du crédit. J'ai préféré donner à la callboxeuse plutôt que de passer par Orange directement. Cela ne veut pas nécessairement dire qu'elle gagne plus. Mais non. Parce que vous faites des recettes de 40 000 francs. Ah non, mais je ne suis pas sa seule cliente. Ce que je veux dire, c'est que, en fait, c'est que vous on est dans l'ordre des spéculations. Ce n'est pas des spéculations, c'est la réalité. Descendez sur le terrain, s'il vous plaît. Ce qu'on appelle informel, c'est un véritable socle de développement. Actuellement, si l'Afrique ne s'appuie pas sur ce socle-là, je pense qu'on va véritablement échouer. Et puis, moi, je pense qu'il faut qu'on donne une autre définition à ce qu'on appelle informel, parce que c'est plus de l'informel. C'est des gens qui sont occupés en Afrique, en réalité, au Cameroun en particulier. Donc pour vous, c'est un travail. Quand on peut gagner sa vie, quand on peut en vivre. Maintenant, si vous demandez une vie de roi, je vais vous dire non. Mais qu'est-ce qu'on demande pour vivre? Il faut combien pour vous, c'est un travail, être callboxeuse? Non, c'est un moyen de vivre. Je dis de gagner sa vie. C'est pas un moyen de survie à votre avis? Pourquoi c'est un moyen de vie à votre avis? Pourquoi survie? Alors ceux qui sont dans un contexte camerounais avec quelques indicateurs, quelques agrégats que je n'ai pas voulu développer largement, vous avez le sentiment qu'on peut vivre vraiment? On peut vivre décemment au Cameroun? Parce que vous pensez que être journaliste au Cameroun, c'est mieux, peut-être, avec les agrégats que vous avez? Vous voulez que je vous donne les salaires de la fonction publique? Avec les agrégats que vous avez? Mais on va aller vite en besogne. Donc nous sommes au moins d'accord sur une chose. Non, on ira en besogne. Si on prend la route de la Libye, c'est parce que ça va mal. Non, c'est pas parce que ça va mal, c'est parce qu'on rêve. C'est parce qu'on veut continuer à rêver de cet Occident qui souffre. Parce que nous voyons. Vous n'avez pas rêvé à votre... Ah non. À votre jeunesse? J'ai rêvé de faire des choses que je suis en train de faire. J'ai rêvé de faire un Cameroun meilleur. J'ai rêvé de laisser quelque chose au Cameroun. On parlera de ce qui reste finalement de votre francité tout à l'heure. Vous allez peut-être comprendre pourquoi je vais engager cette démarche avec vous. Mais j'aimerais qu'on aborde la 18e édition de l'industrialisation de l'Afrique qui s'est déroulée à Yaoundé. Très précisément, c'était le 20 novembre dernier. On est revenu sur le plan directeur d'industrialisation de l'État du Cameroun. C'est assez intéressant ce sujet en indiquant que les piliers notamment sont l'agro-industrie, l'énergie et le numérique. Madame Chico, en dehors de boire et manger à Yaoundé, qu'est-ce qu'on a concrètement fait? Là-dessus, je suis d'accord avec vous. En fait, vous ne trouvez pas que c'est lassant de de multiplier autant d'assises alors que la réalité est tout autre? C'est le discours que non, la réalité est tout autre, d'accord. Mais elle n'est pas celle que vous décrivez non plus. Mais maintenant, le discours... Je vais vous donner un indicateur pour vous indiquer la gravité des assises ou alors... Pourquoi je les connais mieux parce que j'y ai participé. On parle de développement de l'agro-industrie. Je prends un exemple. Oui. Le développement de l'agro-industrie. Madame Chico, le Cameroun reste largement tributaire de l'extérieur pour s'alimenter. Il y a encore des chiffres qui ont été rendus publics. En 2016, on parlait de plus de 300 milliards de francs CFA pour acquérir du riz et du poisson. Combien de sociétés de riz se sont créées en 2016? Madame Chico, c'est un indicateur suffisamment important pour m'amener à vous poser la question, vraiment en dehors de boire et manger à Yaoundé, vous avez fait quoi? Alors, si vous y étiez. Moi, je dis à Yaoundé, moi, déjà j'y étais pas, mais c'est pas parce que je voulais pas y aller, c'était une question de temps. J'y serais bien allé. Mais je dis, autant je suis tout le temps en train de reprocher cette attitude à nos administrations, à tout ce qui est même mis en place. Cette histoire de boire et manger, et puis aller ne pas avoir de résultats concrets. Autant je dis, quand même, est-ce que le résultat, en réalité, derrière, n'est pas de voir d'abord ce qui est dans le plan directeur? Qu'est-ce que nous pouvons en faire? En fait, arrêtons un peu de rester des victimes. Quand est-ce que... En fait, c'est la question que je... Si vous, les journalistes, vous continuez sur cette base à alimenter cette... Nous n'alimentons rien du tout. Mais si,
Nous n'alimentons rien du tout. Parce que nous donnons l'information et le reste. Non, ça, c'est pas l'information. Si, c'est l'information. Non, c'est pas l'information parce qu'en réalité, est-ce que vous avez lu le PDI? Est-ce qu'il n'y a pas eu des assises à Yaoundé? Il y a eu des assises. Vous avez lu le PDI? Il a combien de pages? Madame Chico? Oui. On n'en est pas au premier PDI, vous le savez au moins? Je le sais. Depuis 82, on en a un oui. qui n'a jamais été implémenté. D'accord. Il n'a pas été implémenté à cause Vous pensez de que quoi? celui qu'on a adopté ici aura une longue vie, alors que celui de 1982 n'a jamais vu le jour? Moi, en 82, j'étais... Et qu'on évoquait des questions de crise économique pour justifier le fait que le PDI ne soit jamais... n'ait jamais été mis en œuvre. En 82, ceux qui étaient aux affaires ne sont pas ceux qui sont aux affaires. Aujourd'hui, quand je parle d'affaires, je parle du privé. Hein. Attention, non. Voilà, directement on dit affaires, ça y est, vous avez une réaction, voilà, vous pensez à l'État. Vous semblez minimiser le rôle du politique dans pour moi, le développement d'une économie. Si en réalité, le privé prenait véritablement son destin en main, le politique n'aurait pas autant de poids. Le politique ne devrait pas avoir autant de poids dans un pays qui se veut en développement, même seulement en voie de développement. Le politique n'a jamais résolu les problèmes de qui que ce soit, ni en Occident, ni en Afrique, ni nulle part. C'est le privé qui impose, ça au moins vous le savez, c'est le privé qui arrive à imposer ses chefs d'État. Aujourd'hui, si on a M. Macron à l'Élysée, c'est parce que le secteur privé, la famille Rothschild et les autres ont mis les moyens. C'est pas le secteur public qui fait la politique quand même. Donc il faut que nous-mêmes on en sorte, qu'on reprenne les manettes. Moi je vous dis aujourd'hui en 2017, il est hors de question que ce plan d'industrialisation échoue. Pourquoi? Parce que moi, à votre avis, pourquoi ça va marcher? Parce que avec la récession qui est aux portes du pays, chute du prix des matières premières. Ça c'est encore... Non, c'est pas encore. Est-ce que nous sommes encore... Alors, vous revenez vous-même sur la chute des matières premières. Est-ce que nous parlons de les transformer finalement ou nous parlons encore de les vendre à l'état brut? Non, mais j'essaye simplement d'élaborer des constats, comme ce fut d'ailleurs le cas lors de l'implémentation du premier plan directeur qui n'a jamais été mis en œuvre. On évoquait la crise économique, sauf qu'on n'a pas beaucoup voulu en 2017. Vous savez également que la situation et la conjoncture internationale aujourd'hui nous imposent certaines restrictions. Vous le savez au moins. Pourquoi vous pensez que celui-ci qui a été présenté à Yaoundé aura quand même une durée de vie? Moi, je pense que celui-ci aura une durée de vie parce que déjà, moi-même, je vais y participer. Je vais travailler dur pour qu'on puisse réussir. Et travailler, c'est pas faire des réunions. Travailler, c'est travailler véritablement. Ça veut dire, dans mon entreprise, je vais travailler. Je vais aider les autres femmes à pouvoir mettre en place leur structure véritablement et à les suivre. Donc, en fait, nous sommes un certain nombre. Nous sommes peut-être encore peu nombreux. Hein. Peut-être vous nous prenez pour des rêveurs aujourd'hui, parce que nous voulons travailler. Parce que nous disons que c'est par le travail que nous allons nous en sortir. Le Rwanda, il y a quelques années, le Rwanda a pris combien d'années pour se hisser là où il s'est ici? Combien d'années? Vous rêvez pourtant au Rwanda, mais les Rwandais sont partis de très loin. L'Éthiopie est partie de très loin. Mais nous, les Camerounais, nous n'avons même pas les problèmes que les autres ont. Nous voulons continuer à rêver, nous ne voulons pas travailler dur. Nous voulons que tout nous tombe du ciel. Ça, ce sont les effets de la colonisation. Il faut qu'on arrête un peu. Mais et qu'on travaille. C'est le travail qui va nous permettre de nous en sortir. Et avec ça, vous avez le sentiment que le Cameroun peut être un pays industriel? Avec ça, qu'est-ce que vous appelez ça? Avec le rêve. Les efforts que vous évoquiez tantôt avec les femmes qui... Vous avez les efforts, les femmes et les jeunes. Ah oui. Alors, je ne sais pas si vous allez... En fait, une fois de plus... Madame Chico, je veux juste noter des paradoxes dans vos propres propos. Non, mais vous allez sur le terrain. Vous souvenez-vous avoir indiqué à la presse oui. que le Cameroun n'était pas un pays industriel, mais que le Cameroun avait des industries. Et vous aviez précisé par la suite que... Non. Je vais développer, Madame Chico, vous allez pouvoir intervenir. Oui. Et vous avez précisé par la suite qu'un pays se dit industriel lorsqu'il a la maîtrise de l'autoproduction. Oui. Ce que vous venez de dire a un rapport avec... Non, pas du tout. Je reviens d'abord sur ce que j'avais dit. Premièrement, j'ai dit par rapport à certains pays africains où on est venu poser des industries, bien que le Cameroun ne soit pas un pays industriel, nous avons quand même une certaine avance parce que le peu d'industrie que nous avons... Peut-être vous ne connaissez pas ce que vous avez dit. Dans ce cas, est-ce qu'un pays qui veut être industriel peut l'être sans maîtriser l'outil de production? J'arrive, je vais chuter. J'arrive. Allez-y, allez-y. Je dis d'abord ce que j'ai dit parce que vous n'allez pas me faire dire ce que je n'ai pas dit. Allez-y. Parce que j'ai quand même plus de maîtrise en la matière que vous parce que je fais plus de terrain. C'est d'ailleurs pourquoi vous êtes sur ce plateau. Voilà, en réalité,
j'ai dit que, je reviens sur mes propos. J'ai dit par rapport à certains pays où l'industrie est posée. Ça veut dire que si les gens qui ont leur industrie, les multinationales décident de partir du jour au lendemain, c'est fini, le pays est mort. Nous avons quand même une certaine maîtrise. Sinon, je ne serais pas sur ce plateau aujourd'hui. D'accord? Ça veut dire que nous avons quand même une certaine maîtrise de notre outil de production, jusqu'à un certain niveau. Mais je dis, je suis très réaliste, nous ne sommes pas industrialisés. Dire que le Cameroun est un pays industrialisé, ce serait de l'utopie, c'est du mensonge. Nous ne sommes pas industrialisés, mais nous pouvons le devenir. Par contre, ça, je le soutiens. Nous pouvons le devenir. Parce que nous en avons les capacités. Quelle alchimie? Alchimie? Vous n'êtes pas encore passé dans mes ateliers pour voir ce que je fabrique en pièces? Madame Chicot, il n'y a que vous au Cameroun, non, dans la sous-région. Vous en connaissez beaucoup de Madame Chicot. J'ai 65 fabricants sous ma direction. Et tous chevronnés. Le problème capable d'approvisionner tout le Cameroun. Capable d'approvisionner au minimum les 30% requis par la loi actuelle. Ça, par contre, ce n'est pas respecté. Est-ce qu'ils ont les parts de marché qui reviennent au minimum 30%? Non. Mais si ces 30% sont donnés aujourd'hui à ces industriels, nous sommes capables de fabriquer des pièces à cette hauteur, voire même jusqu'à 40%. Maintenant, est-ce que on va continuer à ne pas se faire confiance et à dire on importe? Mais justement, je vous ai posé la question et justement, je dis, il faut qu'on arrête de penser que Mme Chicot est atypique. Je suis atypique par mon caractère peut-être, je suis atypique par le métier que je fais parce que c'est un métier d'homme, mais je ne suis pas seul. Les Camerounais sont nombreux là-dehors à développer des choses. La dernière découverte que moi j'ai faite là, c'est un four solaire par des jeunes Camerounais. Ici même à Douala, vous les connaissez? Vous les avez vus? Ils ont besoin seulement de 36 millions de francs pour développer leur entreprise. Vous pensez que 36 millions de francs, ce n'est pas à la portée de 3 ou 4 Camerounais ici? Quand même, disons des vérités. Il y a des choses qu'on peut faire. Je vous invite jeudi. Venez jeudi voir au niveau du soin ce que les femmes font. Vous allez vite comprendre que c'est lent. On n'a pas encore pris la mesure des choses, mais on avance quand même. Très bien. Restons quand même sur cette 23e journée africaine de l'industrialisation. J'aimerais quand même qu'on se focalise un tout petit peu sur le thème qui a été retenu pour cette édition. On parlait de développement industriel africain, une condition préalable pour une zone de libre-échange continentale efficace et durable. Vous savez d'où vient la proposition de l'ONUDI? J'allais vous poser la question. De l'ONUDI. Alors, quand l'ONUDI nous fait donc des propositions, et que ces propositions ne sont pas réalisables, est-ce que ce n'est pas normal? C'est normal. On ne peut pas nous prendre à la dimension internationale à laquelle nous ne sommes pas encore. Moi je vais vous dire, j'étais à Addis Abeba, c'est moi qui représentais le secteur privé à Addis Abeba. Eux, ils ont quand même mis au moins horizon 2065 pour l'industrialisation de l'Afrique. C'est plus réaliste. C'est plus réaliste. Ce n'est pas un rêve. C'est pas un rêve. Et je vais vous dire, on va y arriver. Pourquoi? Parce qu'en réalité, même l'Occident a besoin que nous arrivions à nous industrialiser. Parce qu'aujourd'hui, la situation est encore comme elle est. Mais elle est en train de se gâter de l'autre côté. Et c'est nous qui avons quand même les matières premières. Nous sommes en train de dire, nous voulons que nos matières premières partent. Qu'est-ce qui va arriver d'après vous? Vous pensez qu'il n'y aura pas de révolution en Afrique? Jamais. Jamais. Si. Mais il n'y a pas forcément de révolution sanglante comme les gens veulent que ça arrive tout le temps. Ce n'est pas forcément par la guerre. On peut y arriver par le travail. Le président Paul Kagame est en train de le prouver au Rwanda. On peut y arriver par le travail. On est en train de le prouver au niveau du Kenya. On peut y arriver par le travail. Mais est-ce que la sous-région CEMAC, est-ce que les francophones sont prêts à travailler? Ça, voilà la vraie question. Est-ce que nous sommes prêts à travailler? Nous retrousser les manches. Parce que c'est ça aussi. Est-ce que nous sommes prêts à travailler? Est-ce que vous êtes prêts à travailler? Vous avez l'impression que je fais quoi en ce moment, Madame Chicot? Vous faites votre travail de journaliste. Très bien, donc c'est un travail. Je voudrais vous relancer sur une question très rapidement, Madame Chicot, toujours en rapport avec la thématique qui nous réunit, c'est-à-dire les assises de Yaoundé. Qu'est-ce qui, à votre avis, freine l'industrialisation du Cameroun? Au-delà des problèmes énergétiques qui pourront être résolus avec la mise en œuvre des barrages de Lampangar, Meveleu et autres. Est-ce qu'il y a une vision derrière, à votre avis? En tout cas, nous dans le secteur privé, aujourd'hui, au niveau du GICAM, le patronat a décidé nous avons un industriel qui a la volonté
d'un industriel en réalité. Nous avons décidé... A-t-il les coudées franches pour agir? Ah ça oui, ça je peux vous dire oui. Je peux vous dire oui. Et je pense que aujourd'hui, si beaucoup sont en train de revenir au JICAM, c'est parce que nous croyons en ces coudées franches. Parce que nous allons y arriver. Nous allons développer ce pays par tous les moyens. Même si nous devons y laisser la vie, je préfère laisser ma vie parce que je sais que je suis en train de me battre pour développer en travaillant. Me battre en travaillant pour développer mon pays, pour développer l'industrie de mon pays, dans mon secteur ou dans un autre secteur, plutôt que de rester là les bras croisés, assise, à attendre que quelqu'un vienne me dire ce que j'ai à faire pour aller cultiver le champ chez moi à Babimbi ou à Idéa. Ça, non. Ça, non. Ça veut dire que nous devons commencer par la base. Et la base, c'est le travail. Quel travail? Le travail de ce que nous avons d'abord de mieux, c'est la terre. C'est pour ça que le plan directeur est peut-être basé sur d'abord l'agroalimentaire. Parce que c'est ce que nous avons d'abord. D'accord? En matière de technologie, c'est pas très... On n'a pas besoin de beaucoup d'efforts pour développer l'agroalimentaire. On a besoin de quoi, à votre avis? On a besoin de beaucoup de travail. On a besoin de revenir à la source. Ça veut dire sur nos terres. Travail à la houe, avec des machettes. Pourquoi vous dites de travail à la houe? Et encore que, dans vos villages... Vous êtes capable de produire en masse en utilisant des outils aussi rudimentaires? Rudimentaires? La houe, ce n'est pas un outil rudimentaire, Madame Chico. Ben ça, c'est... Donc, en fait, d'après vous, au Cameroun, tous les producteurs qu'on a actuellement en sont encore à la houe. Ah bon? Ah ben moi, je vous dis non. Allez donc, en fait, c'est ça le problème. Je vous dis encore une fois de plus, allez sur le terrain. Le riz qui est cultivé à Andop, il est cultivé à la houe? Non, je ne pense pas. Je ne pense pas. Moi-même, je suis en train d'acquérir du matériel pour commencer justement à faire mes champs pour l'agroalimentaire. Vous pensez que je vais utiliser la houe? Non, je ne vais pas utiliser la houe. Non, je suis désolé. Je suis désolé. Et il y a des indices. Donc, moi, je vous donne dans des indices. On a quand même mis sur pied une entreprise pour développer les tracteurs et autres. Ça a pris du temps. Mais ça va prendre, on va y arriver. Il y a déjà des engins qui travaillent au Cameroun quand même. La surproduction... Vous parlez de l'usine de montage, c'est ça? Oui, je parle de l'usine de montage. Je sais, je vous vois venir. Mais je vais vous dire que je ne suis pas sûr que vous en sachiez plus que moi sur l'usine de montage. Elle est peut-être dans l'état où elle est aujourd'hui. Vous avez les images, à une fois encore, d'il y a, je ne sais pas, Mathusalem. Mais je vais vous inviter dans quelques mois dans mon usine, dans mon atelier. Écoutez, ce sera avec plaisir que je viendrai. Nous parlons du Cameroun et c'est assez intéressant, mais j'aimerais quand même qu'on s'arrête sur cette thématique au-delà du fait qu'elle a été fixée par l'ONUDI, comme vous l'indiquez tantôt. Mais cette thématique ne vous interpelle-t-il pas? Une zone de libre-échange comme condition sine qua non pour le développement de l'industrie en Afrique, est-ce que ce n'est pas une solution? Une zone de libre-échange, est-ce que c'est la priorité? Vous me posez, en fait, vous posez des problèmes à l'occidental, je vous les pose à l'africaine. Est-ce que c'est la priorité actuelle? La priorité actuelle, c'est de nourrir les Camerounais. Vous-même, vous l'avez dit tout à l'heure. La priorité actuelle, vous l'avez dit, c'est de nourrir les Camerounais. Pas que. Non, attendez, c'est de nourrir les Camerounais pas en achetant à l'extérieur, mais en produisant à l'intérieur. On est d'accord que c'est ça notre priorité. Pour l'instant, la première chose, c'est d'abord de se nourrir, donc d'arrêter d'importer, donc de développer l'agroalimentaire, l'agro-industrie. Comment on le fait dans une économie libérale? Dans une économie libérale, laquelle? L'économie du Cameroun. L'économie du Cameroun. Vous trouvez que c'est une économie libérale? C'est une économie libérale. Ah bon? Si. Et quels indicateurs encore? Encore vos indicateurs de grands sabots? Non. Non, je suis désolé. Il n'y a pas d'entreprises étrangères qui ont investi au Cameroun et qui peuvent facilement rapatrier les bénéfices chez eux? Mais ça se fait tous les jours. Ça se fait tous les jours dans tous les pays. Et c'est la question que je vous pose justement. Dans ce contexte justement de concurrence, si vous voulez que j'utilise l'expression qui me paraît, en tout cas qui peut être appropriée selon vous, comment on fait pour développer un secteur comme celui de l'agriculture? Quand on a ouvert le marché comme c'est le cas au Cameroun. Ouvrir le marché, pour l'instant, on n'a pas la capacité de fermer ce marché. Il faut déjà d'abord que vous ayez les indices de ceux qui sont capables de produire. À l'heure actuelle, nous avons 2019 qui arrive. Est-ce que nous sommes capables de produire tel pourcentage pour alimenter, consommer camerounais pendant cette échéance? Je dis on peut y arriver. Est-ce que nous avons les outils et la main d'œuvre qu'il faut pour y arriver? Je dis oui, nous pouvons y arriver. Mais maintenant, est-ce que nous avons les soutiens
extérieur pour y arriver, là je vous dis tout de suite non. Et arrêtons de compter sur les soutiens extérieurs parce que c'est ça notre problème. Tout est basé sur l'extérieur. Vous m'avez encore parlé tout à l'heure des entreprises, des multinationales. Oui, je suis d'accord. Mais les multinationales, elles vont partout. Si elles viennent en Afrique, aujourd'hui, on a une certaine entreprise de la place qui transforme son chocolat ici, et vous êtes au courant, et il l'exporte. C'est grâce à ces mécanismes quand même. Mais au moins, on transforme une grosse quantité de cacao à Yaoundé. Vous êtes au courant. On transforme. Et à Noël, beaucoup de petits Parisiens vont manger du chocolat, ils ne vont même pas savoir qu'il arrive du Cameroun. Tout simplement parce que c'est une marque. Est-ce que l'industrialisation ne passerait pas par un retour au protectionnisme? C'est de ça que je parle. Voilà, c'est de ça que je parlais tout à l'heure. Quand je parle de ces femmes, de ces jeunes qui sont en train d'investir, qui sont en train, sur tous les plans, hein, parce que même au niveau des télécoms, moi je vois des jeunes qui sont en train de dire de plus en plus, nous voulons produire nous-mêmes nos émissions localement, nous voulons produire nous-mêmes nos documentaires localement, qu'on arrête de nous faire venir des reporters de l'extérieur. Si on en est à ce point, à ce niveau, est-ce donc faisable? C'est déjà faisable, on a déjà commencé. Je parle d'une politique de protectionnisme. Est-ce que c'est possible? C'est possible. Pour favoriser l'industrie locale. Est-ce que c'est possible? C'est possible. Comment, Madame Chicot? Il faut simplement qu'on arrête de mettre en face de nous, comment on appelle, tout ce qui est organe de qualité extérieure. Parce que en fait, tant que si nous continuons avec la normalisation européenne sur des produits africains que nous devons consommer nous-mêmes, le protectionnisme, on va le faire comment? Donc c'est impossible. Non, je n'ai pas dit non. Non, je dis c'est possible, je dis c'est possible. Je dis c'est possible. Même quand on dépend encore de l'extérieur pour se nourrir, comme c'est le cas au Cameroun aujourd'hui, c'est possible d'adopter une politique de protectionnisme. Je dis ceci, je le redis encore. Arrêtez de dire que même quand on dépend encore, est-ce que nous allons sur... N'est-ce pas un constat? Non, c'est pas... Est-ce que c'est un constat judicieux? Est-ce que ce n'est pas une réalité, Madame Chicot? Est-ce que ce n'est pas une réalité? En réalité, vous êtes là pour qu'on avance ou juste pour la critique simplifiée? Parce que si c'est je suis là pour la critique constructive, si vous vouliez. Non, elle est simplifiée. Elle n'est pas constructive. On fait des constats pour avancer, Madame Chicot. Non, on fait des constats et des propositions. Et on fait des propositions par la suite. On va y arriver. C'est aussi ça la démarche. Mais on commence par faire des constats. Non, et ensuite... Les constats, ils sont déjà faits. Ils sont établis depuis 50 ans. Et rien n'a bougé depuis 50 ans. Ah bon? Cet immeuble, moi, je pense qu'il n'était pas là il y a 50 ans. L'immeuble où nous sommes en train de passer l'émission. J'ai découvert aujourd'hui, j'étais au marché Congo ce matin, j'ai découvert qu'on a construit tout un marché, un nouveau marché, complètement construit, d'un côté, pour les commerçants. Je ne le savais pas il y a une semaine encore. C'est pour ça que moi, je sillonne encore les marchés. Je vais dans les sous-quartiers pour voir, constater par moi-même, avant de dire quoi que ce soit. J'ai sillonné la ville ce matin. Je savais que je venais à votre émission. Même souffrant, je me suis levé. J'ai sillonné la ville, je suis allé au marché Congo, je suis allé au marché central, j'ai essayé de voir un peu. Pour constater par moi-même. Pour ne pas donner des chiffres d'internet ou qu'on voit dans des émissions de télé-réalité. Moi, je sais aujourd'hui qu'il y a beaucoup de femmes... Vous savez quelquefois que les chiffres sont le produit des études, non? Des études faites par qui? Vous savez comment les études sont faites, au moins? Je vais vous dire un peu, juste un tout petit peu. Des cabinets qui viennent de l'extérieur. 70% d'études faites dans notre pays sont faites par des cabinets qui viennent de l'extérieur. D'après vous, ils viennent faire quel relevé? C'est un peu comme donner de la topographie de la zone de Babimbi à quelqu'un de Paris par Internet et lui dire « sortez-moi une route ». Ce n'est pas un procès d'intention que vous faites là? Non, pas du tout. Pas du tout. Je suis dans une logique de terrain. Je suis une femme de terrain. Moi, je ne suis pas dans une logique de bling-bling, de rêverie, où on va faire rêver les gens, on va leur dire, ok, couchez-vous, et puis après, vous allez taper sur Internet, sur Google, et puis vous allez vendre des choses sur Internet, et puis vous allez vous enrichir. Non, moi, je dis c'est impossible. Maintenant, si on veut travailler, si vous faites le champ, vous avez des terrains chez vous, n'est-ce pas? Vous avez des terrains dans votre village, vous avez des terrains. Est-ce que vous n'êtes pas capable aujourd'hui de les viabiliser? Ne serait-ce qu'en commençant par un petit bout. Un petit bout. Et donc, à vendre, moi, je peux vous trouver des gens qui vont acheter.
le produit de vos terres. Je peux vous en trouver. Parce que c'est ce qui nous manque. Aujourd'hui, est-ce que vous savez que nous sommes en train d'arriver au point où nous allons manquer, ceux qui produisent dans l'agroalimentaire manquent de matières premières. Ça veut dire de l'arachide, je dis comme ça n'importe quoi, de l'arachide, ou je sais pas, de l'igname, ou par exemple le plantain, que nous voulons remplacer aujourd'hui par la farine de blé. Nous manquons suffisamment de farine de plantain. Mais vous pensez que le plantain, on va devoir l'importer d'Indonésie? Il suffit que le Camerounais lambda fasse le plantain chez lui. Qu'on puisse... Et après, quand je vais vous dire ça, vous allez me poser le problème de route. Et moi, je vais vous dire, dans les années 60, nos grands-mères n'avaient pas de route. D'accord? Mais elles pouvaient quand même faire des choses. Arrêtons d'être paresseux, d'être feignants et de toujours indexer. Moi, je veux qu'on arrête d'indexer. Qu'on trouve des solutions. Si je suis sur votre plateau, c'est pour qu'on trouve des solutions. Comment vous définissez une industrie? Comment vous définissez une industrie, Mme Chicot? Une industrie globale, ou bien vous parlez de sectoriel ou je sais pas, il faut des savoir. De manière globale. Comment on définit une industrie? Est-ce qu'il y a c'est d'avoir la capacité d'avoir ses propres chaînes de production, de pouvoir fabriquer sur ces chaînes de production, de pouvoir en faire la maintenance, ça veut dire maîtriser entièrement toute sa chaîne. Pour moi, c'est ça, pour qu'on dise qu'on est une industrie, il faut maîtriser sa chaîne de production. C'est-à-dire, de manière plus détaillée. De manière plus détaillée, je vous prends simplement, on reste dans l'agroalimentaire, parce que si je prends mon secteur, c'est plus compliqué. On reste dans l'agroalimentaire. Ça veut dire que nous devons savoir fabriquer, par exemple, si nous avons dit des machines pour broyer du ndolé, par exemple, nous devons savoir les fabriquer. Et on ne refait pas le monde. On s'identifie à ce que les autres ont fait. C'est ce que la Chine a fait. Ça veut dire que nous allons faire du copyright de ce qui existe déjà, mais l'adapter à la situation de terrain de chez nous, à nos produits. Et nous sommes capables aujourd'hui de faire dans une chaîne de production les 80% parce que c'est l'électronique qui nous manque en réalité. Mais pour ce qui est de la fabrication en elle-même mécanique, ça c'est mon secteur, permettez-moi quand même de vous dire que nous sommes capables de le faire. Et donc, pour cette fabrication, donc du champ jusqu'à l'embouteillage, par exemple de jus de fruits, c'est faisable. Si de vous à moi, si on n'importe que 20% ou 30% maximum, parce que c'est ça concerne l'électronique, parce qu'on ne sait pas encore faire, ça je le dis parce que je le sais, on ne sait pas encore faire. On est obligé d'importer encore. Et vous voulez qu'on aille vite? À 70%, 60%, 70%. Le tout, c'est pas d'avoir les outils de production, hein, Madame Chicot. Quand on entend votre cheminement, c'est de faire quoi? Que faites-vous du capital humain? Mais vous pensez que c'est le capital humain qui nous manque? Ça, je vais vous dire non encore. On est suffisamment outillé, à votre avis? Ah oui. Au niveau par contre, au niveau du capital humain, je vais vous dire, les jeunes sont en train de se lever. De plus en plus. Ils font des formations techniques de plus en plus. J'en vois tous les jours à ma porte qui veulent se former sur le plan technique. Les femmes, je vous ai dit, est-ce que vous vous rendez compte en moins de 3 mois, former 800 femmes? Vous vous rendez compte? 800 femmes? Alors, vous pensez que ça a été fait par magie? Non. Non, c'est une volonté qui était derrière de le faire. Nous avons des gens qui ont aujourd'hui la volonté. Nous avons une nouvelle dynamique. Nous devons nous appuyer sur cette nouvelle dynamique. Nous avons les femmes, nous avons les jeunes. Ces deux socles-là, je pense encore, si vous voulez, à ce moment-là, moi je vous renvoie maintenant à l'ONUDI, qui même s'appuie aussi sur le fait que l'Afrique a des femmes et des jeunes capables de soutenir des plans de développement industriel inclusif et durable. À ce moment-là, ça ne vous intéresse pas ce genre d'études. Mais moi, ça m'intéresse à ce moment-là. Quand c'est dans notre intérêt, ça m'intéresse. Mais quand c'est contre-productif, ça ne m'intéresse plus. Donc, on est capable de le faire aujourd'hui. Je le soutiens, je le maintiens. On est capable de le faire. Donnez-nous quelque chose à faire, qu'on n'arrive pas à le faire. À ce moment-là, venez nous dire que vous n'êtes pas arrivé à le faire. Mais laissez-nous quand même la chance d'essayer. Vous avez parlé des propositions tout à l'heure. Allons-y dans les propositions pour développer une véritable industrie au Cameroun. Alors, je pense que j'ai commencé à en parler. Pour développer une véritable industrie au Cameroun, d'abord, il faudrait qu'on arrive à s'appuyer sur les deux socles principaux que sont le JAR. C'est-à-dire, moi, je dis le JAR parce que c'est ce que, à l'international, les grands dogmes internationaux appellent ça JAR. Mais moi, je veux dire les femmes. Après, on a les jeunes.
on a la chance aujourd'hui d'avoir une grande masse de femmes qui sont très entreprenantes, qui ont beaucoup de volonté, qui aujourd'hui apprennent à leurs enfants l'effort. On a quand même un petit changement dans ce sens-là. Appuyons-nous donc sur cette base-là déjà. Ensuite, le transfert de technologie. Tous les pays, la Chine s'est développée en faisant du transfert de technologie. Comment? Appuyons-nous sur ce qui s'est déjà passé ailleurs. Je vous l'ai dit tout à l'heure, du copyright. Ça veut dire que nous avons des gens capables de fabriquer des machines, de les copier. On les copie, on les fabrique. Ensuite, nous devons fonctionner sous nos propres normes. Ça veut dire que pour l'instant, on va faire du protectionnisme. C'est vous-même qui avez sorti le terme. Le protectionnisme, ça veut dire... Je vous ai posé la question à travers cette... Ben, ce sont vos termes, c'est la dogme internationale dont je la prends. Donc, le protectionnisme à l'africaine, à la camerounaise d'abord, ça veut dire que on produit localement, on met en marche certains mécanismes. Ça veut dire, par exemple, développer le Made in Cameroun. Voilà un aspect que nous avons intérêt à développer très rapidement. Pourquoi? Parce qu'en 2019, le monde sera en train de nous regarder. On aura la chance d'avoir un capital humain suffisamment large. Donc, au moment où le Cameroun et certains des pays de la sous-région décident d'ouvrir les frontières, vous estimez qu'il faut fermer les frontières au nom de l'industrialisation du pays? Non, pas par rapport à l'Afrique, à la CEMAC. Non, pas par rapport à la CEMAC. Je vais vous dire pourquoi pas par rapport à la CEMAC. Parce que la dame qui quitte, par exemple, de la Guinée équatoriale pour venir acheter ses produits au Cameroun, ne veut pas savoir s'ils sont aux normes européennes ou pas. J'étais en train d'arriver, vous ne m'avez pas laissé chuter, c'est arrivé à la norme, Ça vient de vous dire qu'on arrête aussi, la première barrière que nous avons, c'est la norme européenne. Nous ne pouvons pas développer nos pays avec une norme qui vient d'ailleurs, qui ne correspond pas à nos produits. Et c'est un marché. C'est un marché national d'abord. National d'abord. Donc ça veut dire que depuis que vous avez été nourri à base de quoi? Moi j'ai été nourri à base de manioc, de macabo, de bâton de manioc. Et je ne pense pas qu'il y ait des normes pour le macabo, le bâton de manioc ou je ne sais pas, le quem. Je ne pense pas. Mais et si norme il y a, nous pouvons la faire nous-mêmes. Ça veut dire, la norme c'est quoi? C'est simplement des étapes à suivre pour arriver à un produit défini. D'accord? Ça veut dire que si le Nigeria a développé ses normes, l'Afrique du Sud a développé ses normes, nous avons une société de normalisation. Dites-moi que oui, est-ce que cette société fait son travail? Nous-mêmes, nous sommes tous d'accord que pour l'instant, non, parce qu'on n'a pas créé une société de normalisation pour qu'elle nous impose encore des normes étrangères. Nous devons créer nos propres normes pour nos produits, d'abord pour consommer localement, ensuite en sous-région. Je le maintiens, les Gabonais, nous sommes quand même les premiers commerçants de la sous-région CEMAC depuis, je pense peut-être depuis que moi je suis né, hein, donc ça fait au moins 43 ans. Ça veut dire que c'est nous qui alimentons la Guinée équatoriale, le Gabon, le Congo à une certaine époque. Je ne sais pas si vous êtes allé à l'Est, moi je suis allé à l'Est en voiture, hein, et j'ai vu les pirogues qui traversaient pour aller au Congo. Hein? On peut y arriver, mais il faut qu'on arrête d'abord avec les barrières. La norme, les barrières qui nous sont imposées pour qu'on n'évolue pas assez rapidement. Et ça, je voudrais qu'on se mette bien d'accord là-dessus. Les barrières internationales ne sont pas faites telles que nous puissions progresser rapidement. Celui qui vous tient ne peut pas vous donner la possibilité d'avancer rapidement parce que plus vite vous avancerez, moins lui recevra. Il faut qu'on parte d'abord sur ces barrières, qu'on réfléchisse d'abord sur ça. Une fois qu'on a fini de réfléchir sur ça, on pose de cela. Ça veut dire que le produit, moi je bois du jus de fruits aujourd'hui. Si ceux qui peuvent aller sur ma page peuvent le voir. Je bois du produit bio, produit ici au Cameroun. Je ne veux pas savoir s'il est aux normes. La norme, pour moi, c'est de savoir que c'est la papaye qu'il y a dedans, c'est de l'eau, et de savoir que la dame qui est derrière, ou le monsieur qui est derrière, qui fabrique cela, respecte un maximum d'hygiène. Parce que c'est là, en fait, en réalité, c'est des questions d'hygiène et d'environnement. Ça, il faut encadrer. Hygiène et environnement, et donc la production pourra avec nos propres normes. Ça veut dire, et quand je parle de fermer, en réalité, fermer, ce n'est pas les frontières comme on parle, mais c'est les frontières de notre pensée. Fermer les frontières à ce qu'on nous impose. Parlant par exemple des normes, est-ce que vous savez par exemple, prenons par exemple le cas, est-ce que vous pensez que la 9001, qui n'est pas une norme industrielle, qui est une norme administrative,
par laquelle on passe aujourd'hui pour imposer, pour nous parler de qualité de produit à l'international, n'est pas une norme industrielle. La norme qui est utilisée dans les autres pays, c'est la 29001. Or, ce n'est pas celle-là qu'on nous donne. C'est pas celle-là qu'on nous donne. Pourquoi? Parce que c'est une norme industrielle et que nous ne devons pas y avoir accès. Alors si, là où je vous rejoins, c'est là. Si nos gouvernements, nos politiques ne sont pas capables de se battre pour avoir ces normes, on le constate, on dit ok, c'est pas possible. Mais maintenant, développons les nôtres. Pour nos produits locaux, et je continue à le dire, quelqu'un ne viendra pas de l'extérieur me dit, madame, je ne mange pas de ce bâton parce qu'il n'est pas à la norme. Je vais vous demander, mais quelle norme? Celle de ma grand-mère ou celle de votre grand-mère? On parle de quelle norme là? Prochaine étape dans les propositions. Alors, une fois qu'on a passé cette étape-là, on a l'aspect, je vais mettre les pieds dans le plat, l'aspect militaire, qui est aussi un aspect qui doit de plus en plus concerner l'Afrique. Parce que on a trop de guerres à travers le monde. On ne sait pas si ça va s'arranger. Mais on continue de dépendre de l'extérieur. Mais alors voilà des dépendances que vous ne signalez pas. Vous, les journalistes, vous n'en parlez jamais. Voilà des dépendances desquelles nous ne sortirons pas. Chico, c'est encore là un procès d'intention. Hein. Ce n'est pas un procès d'intention. Je regarde des émissions, je regarde un peu ce que vous faites. Si je suis à votre émission, c'est parce que vous faites quand même un maximum d'efforts. Vous savez que je ne fais pas les plateaux quand même. Ça, vous le savez que je ne fais pas beaucoup de plateaux de télé. Non, je ne fais pas. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas beaucoup d'objectivité dans ce qui se dit. Il y a beaucoup de parlantes, mais pas beaucoup d'objectivité. Donc là, je reste encore dans... Je dis, nous devons développer les technologies dans le sens où va le monde. L'armement, l'Afrique doit y penser. L'aérien, l'Afrique doit y penser. Le shipping, l'Afrique doit y penser. Parce que je ne parle plus du pétrole, oil and gas, parce que ça, pour moi, c'est déjà un débat clos. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, qu'on en soit encore à faire transformer notre pétrole ailleurs, ce n'est pas acceptable. Je pense qu'il y a des solutions alternatives. On a commencé. Le gaz, on a quand même commencé à transformer. Vous êtes d'accord? Quand même. On le transforme déjà localement. Le pétrole, ce n'est pas encore le cas, mais ça va arriver. Mais est-ce que nous aurons la force, nous, de maintenir l'effort, de soutenir l'effort, de travail? Je parle de l'effort de travail. De nous salir les mains. Parce qu'en fait, il faut se salir les mains pour s'en sortir. Est-ce que nous voulons nous salir les mains ou bien nous voulons rester en veste et costard? Voilà, par exemple, je vous donne un petit exemple. Je suis sur votre plateau de télé. J'ai décidé depuis un temps de m'habiller, je prends le Made in Cameroun, de m'habiller en Made in Cameroun. Ça veut dire, le boubou que je porte, il est camerounais, tissu camerounais, fabriqué au Cameroun, produit au Cameroun. J'ai des chaussures produites au Cameroun. Moi, il y a 2 ans, c'était même pas possible d'en rêver. De porter une paire de chaussures produites au Cameroun qui soit quand même acceptable. Soyons sérieux. Et là, vous me dites que c'est pas en train d'avancer. Ensuite, 3e proposition. Il faudrait que les secteurs s'organisent. D'accord? Ça veut dire que développement, c'est bien. Industrialisation, c'est bien. Mais sectoriel, c'est mieux. Sectoriel, ce n'est pas l'État qui doit organiser. Là encore, les privés doivent comprendre, le secteur privé doit comprendre qu'il faut qu'il s'organise. Ça veut dire que, voilà l'agroalimentaire qui est en train de se disperser. On fabrique beaucoup de choses. Hein. Mais nul aujourd'hui, que ce soit dans l'administration ou même dans le secteur privé, ne peut vous dire il y a tant nombre de producteurs de jus de fruits, il y a tant nombre de producteurs de farine de manioc, il y a tant nombre de producteurs de l'alimentaire infantile. Vous êtes au courant quand même que ça aussi, ça s'est développé. Mais donc, aujourd'hui, moi, je suis en train de leur faire les propositions de se regrouper. Comme j'ai regroupé mon secteur, je sais qu'aujourd'hui, il y a 65 fabricants fiables. Et je m'assure que dans les 65 fiables depuis 2 ans, aucun ne fait faillite. Aucun n'a encore fait faillite. Nous avons des difficultés. Moi-même, j'ai des difficultés. Mais ça ne m'empêche pas d'avancer. Donc, il faut faire des regroupements, que les secteurs se regroupent entre eux. Les producteurs, dans l'agroalimentaire, ils se regroupent entre eux. Ceux qui font dans la confection se regroupent entre eux. Et donc, ça veut dire qu'on est, par exemple, du prêt-à-porter Made in Cameroun. Donc, le Made in Cameroun, pour moi, doit devenir non plus un rêve, mais une réalité. Madame Chico, lorsque vous développez de tels arguments devant ces hommes politiques-là, vous avez l'impression qu'ils vous écoutent? Ils ont le sentiment que vous sortez de Mars
Oh oui, je pense quand même que là-dessus, vous marquez un point. C'est vrai que quand je développe toutes ces théories souvent là, les hommes politiques, eux, ils pensent que je sors de Mars. Mais en fait, je ne les développe pas pour les hommes politiques. Ce qui me plaît dans ce que je fais, c'est que je convainc la dame ou le monsieur ou le jeune qui est assis en face de moi qu'il faut qu'on avance. Ce n'est pas l'homme politique qui, lui, il est assis sur sa chaise. En réalité, quand nous sommes dans une salle, nous sommes 100. Il y a combien d'hommes politiques? 5, 10 maximum. Le reste, ce qui m'intéresse, c'est les 90 autres. Ce n'est pas les 10 hommes politiques. C'est pour ça que je ne fais pas de politique, moi. C'est pour ça que moi, je n'en fais pas. Je me concentre sur ce qui est utile, rapide, rentable, efficace. Et ça ne peut être que le terrain. C'est vrai, ils me regardent comme vous le dites, comme vous-même vous me regardez. Vous avez l'impression que je sors de Mars, que je tombe du ciel. Mais non. Pourtant, je suis devant vous et je vous montre mon joli boubou. Je vous montre mes jolies chaussures. Mais ça n'a pas l'air de vous intéresser plus que ça. Je suis sûr que vous allez vous attarder sur le fait que, et vous allez revenir dessus tout à l'heure et je vais vous botter justement avant le temps. Hein, vous allez dire que oui, mais Madame Chico, elle dit ça, c'est parce qu'elle est épouse de Français. Mais en réalité, elle a une montre, c'est quoi? En réalité, là, c'est... Mais non, mais moi, ce qui est le plus important, c'est est-ce que j'ai avancé? Oui. Parce que si on dit que ce que j'ai aujourd'hui sur moi, c'est 100, j'estime que je suis à au moins 70%. Donc il reste encore quelque chose de votre francité, Madame Chico? Je n'ai pas de francité. Alors là, pas du tout. Je Rien? suis camerounaise. Rien, mes enfants sont français. Mon mari est français. Je ne suis pas française. Je n'ai jamais voulu être française. Jamais de la vie. Jamais je ne le deviendrai. Babimbi, je suis. Bassa, né au Cameroun. Certainement, même je mourrai au Cameroun. C'est pas le fait d'être marié à un Français qui me transforme en Français. La preuve, c'est que je vis au Cameroun avec mon mari et mes enfants. Très bien, j'espère que Fabien, il y a au moins quelque chose, il aura peut-être quelque chose à dire sur cette question. On va revenir là-dessus. Je voudrais rapidement que l'on commente de fait, puisqu'on reste dans l'industrialisation et que vous nous donniez votre lecture. Le Cameroun aujourd'hui s'est lancé dans une multitude de projets, notamment dans le secteur de l'agriculture. On parle des programmes agropoles, des programmes d'extension de la riziculture. Il y en a tellement. Lorsque vous regardez ça, vous vous dites vraiment, c'est vraiment l'émergence que le Cameroun vise là? Non. Dans le désordre? En fait, en réalité, vous regardez dans la mauvaise direction. En fait, c'est comme tout le Cameroun. Je voudrais qu'on arrête, quand on montre du doigt, en fait, quand on montre du doigt comme ça au ciel, c'est pour montrer la lune. Hein. Ce n'est pas le doigt qu'on regarde, c'est la lune que vous devez regarder. Ça veut dire que, est-ce qu'aujourd'hui, le secteur privé peut faire le contrepoids de tout ce que vous venez de dire là, qui se met en place et qui en réalité n'est pas en place? Parce que ce sont des projets. Et vous savez comment sont financés les projets. Mais maintenant, le projet du Camerounais lambda, je vais continuer à revenir dessus. Et sur le genre, sur la femme et la jeunesse, je vais continuer à m'appuyer dessus parce que je suis sûr que c'est un challenge gagnant. Aujourd'hui, je suis certaine que les femmes et les jeunes ont compris qu'il faut se mettre dans la production véritablement agroalimentaire, comme vous l'avez dit, mais ce n'est pas dans les projets du gouvernement que ça va se développer. C'est dans les projets privés. C'est dans le développement du secteur privé et rural même, voire rural. Il faut développer le secteur rural. Les femmes rurales aujourd'hui, est-ce que vous savez que les femmes rurales aujourd'hui produisent énormément, beaucoup plus que dans certaines villes, beaucoup d'autres de femmes en ville. Hein, parce que les femmes en ville sont dans les bureaux. Je ne pense pas qu'elles produisent autant que la femme rurale qui me sort son manioc du champ. Hein. Je ne pense pas. Hein. Nous sommes là beaucoup à nous mettre du vernis sur les doigts, à nous maquiller et tout. Mais la femme rurale, quand elle se lève le matin, elle, à la fin de la journée, elle doit savoir ce qu'elle a sorti de son champ. Hein. Donc, pour moi, je ne vais pas aller dans votre sens. J'ai pour habitude d'aller à contre-sens. Mais dans le sens où il faut... Ça n'a jamais été contre-productif? Non, la preuve, je suis devant vous. Très bien. Je suis apprécié de vous tous et respecté de vous tous. Pourquoi? Parce que je vais à contre-sens et que je réussis. Le tout n'est pas d'aller à contre-sens. Il faut réussir quand on y va. Donc, il faut savoir où on va, comment on y va. Madame Chico, j'aimerais qu'on parle un tout petit peu de l'association interprofessionnelle de la fabrication industrielle au Cameroun. Quel est le bilan que vous faites de votre mandature? Combien d'entreprises avez-vous réussi à sortir de l'informel?
Pour l'instant, en fait, en réalité, dans l'association, nous sommes 65, mais il n'y a pas d'informel. Chez nous, vous savez, en fait, il n'y a pas d'à peu près dans la fabrication mécanique et la maintenance industrielle. On ne peut pas parler de l'informel. L'informel existe beaucoup, mais je n'en fais pas encore ma priorité, parce que ce n'est pas ça qui va nous faire avancer. Pour celles qui existent depuis ma mandature, elles ont du mal encore parce qu'elles ne croient pas en la politique de l'État. Elles sont dans la posture de bon nombre de Camerounais. Elles ont encore du mal à me suivre dans ma vision. Pourtant, elles voient que j'avance, mais elles ont l'impression que c'est du politiquement correct ou du francisement correct. Et je tiens à le dire non. Non. Parce que dans mon entreprise, le seul Français qui y travaille, c'est M. Chico. Tout le reste sont des Camerounais. Mon entreprise est à 100% camerounaise. Et pour l'instant, si je n'ai pas accepté, par exemple, l'ouverture, on me reproche aussi ça. Vous avez constaté que je suis quelqu'un d'assez fermé, même sur le protectionnisme. L'ouverture, ouvrir mon entreprise à l'extérieur, autre que Camerounais ou Africain, est encore au-delà de ma pensée. Ça me dépasse encore, en fait. Parce que j'ai l'impression que la seule garantie que nous avons, c'est de nous approprier tous nos systèmes, mais de A à Z. Il n'y a pas une partie que nous devons nous approprier et l'autre que nous devons laisser. Mais tout ça se fait par du boulot. Donc, je n'ai pas sorti de l'informel des fabricants parce que ce n'est pas un métier de hasard. Maintenant, je voudrais que l'association grandisse un peu plus. Pourquoi? Parce que c'est la volonté du ministre à l'heure actuelle qui nous demande en 2018 une feuille de route de travail. Et je pense qu'ils vont sérieusement se pencher dessus parce que, en réalité, même si la volonté politique ne suit pas, notre volonté personnelle doit nous imposer d'avancer. J'aimerais qu'on parle de l'approche genre à présent. C'est un combat qui vous tient également à cœur. On sait que les femmes s'intéressent à l'industrie comme vous. Oh, beaucoup de plus. Quand elles vous regardent, elles se demandent comment elles réussissent cet exploit. Vous voyez comment je souris, c'est parce que, en fait, de plus en plus, les femmes se passionnent. Je suis encore un peu désemparée parce qu'elles restent plus dans l'agroalimentaire, les produits à cosmétiques et la confection. Mais c'est de l'industrie. Tant qu'on le fait de manière industrielle, c'est déjà quelque chose. Les femmes, je vous assure que vous seriez venu au JICAM la semaine dernière, vous auriez constaté que les femmes ont décidé de prendre leur destin en main, véritablement. Et je pense que les femmes se moquent aujourd'hui de la politique du genre que peut mettre en place le gouvernement. Nous ne voulons pas savoir si le gouvernement a mis en place la politique. Ils ne savent même pas qu'elle existe. Hein. Il y a une politique du genre. Un bouquin de, je pense, 400 pages qui a été mis en place en 2015, je pense. Mais qui n'a jamais été exploité. Des choses que dont on devrait parler, c'est là, ça n'a jamais été exploité. Mais les femmes ne savent même pas que ça existe. Pourtant, elles sont en train de se bagarrer, de travailler. Je ne peux pas vous dire combien de femmes se retournent vers moi aujourd'hui pour me dire, Madame Chico, nous voulons produire, apprenez-nous à produire. Nous voulons fabriquer, apprenez-nous à fabriquer. Et pour moi, aujourd'hui, je vais encore le dire, vraiment, et je suis très fière de voir aujourd'hui que la commission d'entrepreneuriat féminin du JICAM, par exemple, prend le temps pour ces femmes, prend le temps d'expliquer à ces femmes que vous pouvez le faire. Vous avez des capacités intellectuelles, même pour la gestion, de même managériale, pour entretenir ce que vous avez commencé. Et c'est vrai, comme ça me tient à cœur, j'essaye au maximum. J'ai décidé, par exemple, j'ai décidé depuis 2017, depuis juillet 2017, de ne plus bouger à l'international parce qu'on ne peut pas m'expliquer comment je peux aller au Japon, expliquer aux femmes mon style de management et que je n'arrive pas à le faire chez moi ici, à expliquer à mes consoeurs, à mes sœurs, mais voilà comment moi j'ai fait pour réussir. Donc pendant toute l'année 2018, je vais être à la disposition de ces femmes et des jeunes pour répondre à toutes leurs questions, mais il faut qu'on sache que c'est par le travail. J'insiste là-dessus. C'est par le travail qu'on va y arriver. Très bien. J'aimerais qu'on aborde des axes de ce programme. Ça pourrait vous plaire ou vous déplaire, mais en tout cas, c'est le côté cours et le côté jardin. Axe oblige. Je vais vous demander de regarder vers l'écran de contrôle. On va diffuser, grâce à la maestria de la réalisation, quelques photos que vous allez commenter. La première photo, j'imagine.
Oui. C'était à quelle occasion? C'est le Midest, 2014. Oh oui, ça je m'en rappelle. Vous étiez participante? Oui, participante. Camerounaise et fière de l'être, visiblement. Très fière de l'être. Le 237, je le porte en moi, il coule en moi. Prochaine photo. Ah, oui, ça c'est Addis Abeba. Alors cette photo, je l'aime beaucoup. Pourquoi? Parce que en fait, je venais d'expliquer aux Occidentaux ce que je viens de vous expliquer. Je venais de leur expliquer que si aujourd'hui, ils continuent dans cette voie de vouloir nous maintenir en captivité par l'aspect de consommeur, demain, quand ils vont avoir besoin qu'on pose du poisson sur leur table parce qu'ils sont en plein déclin, ils ne nous verront plus. Et j'avais eu un petit commentaire qui m'avait beaucoup déplu d'ailleurs, parce que quelqu'un, je tairai le nom, s'est avancé vers moi, il m'a dit, depuis Sankara, on n'a jamais vu quelqu'un parler comme ça lors d'une assise. Alors je me suis retourné vers les membres de l'ONUDI et je leur ai demandé, qu'est-ce qu'il a fait là? C'était une menace ou c'était un encouragement? Peut-être une mise en garde. Ils m'ont dit les deux. J'ai dit bien, j'ai pris note. Prochaine image. Ah, bon, là c'est l'industriel, pur et dur. Oui. Là, c'est les prix à l'international. Mais toujours, en fait, quand moi je gagne un prix à l'international, j'aime toujours qu'on dise que le prix part vers le Cameroun, en fait. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, vous allez voir que beaucoup de mes prix portent plus le nom de Ngoyetna, épouse Chico. Pourquoi? Parce que j'ai constaté que sur Google, quand on tape, c'est Chico Audrey qui apparaît. Et ça justement, on a tendance à croire que je suis plus française que camerounaise. Et je réclame ma camerounésité à 100%. Prochaine image. Alors là, celle-là, elle est très marrante parce que j'expliquais ça au JICAM l'autre jour. Voilà, la technologie nous avait lâchés au sommet d'Addis Abeba. Et tous les ministres et les chefs d'État, tous les grands chefs étaient perdus. J'ai été la seule à faire mon speech, ma présentation en 5 minutes, chrono en main. Et je les avais tous mis au défi que j'allais le faire et je l'ai fait. Prochaine image. Oui, le Kaizen, ça me tient beaucoup à cœur. Vous avez pris des images, vous les avez choisies. Hein. Alors le Japon c'est mon deuxième, en réalité, voilà le pays vers lequel en fait va mon cœur en fait, en deuxième position après le Cameroun, c'est le Japon. C'est le Japon pour leur culture, pour leur mentalité, parce que c'est des gens qui prônent le travail. On poursuit avec la vague d'images. Alors ça c'est le Midest 2015, celui lors duquel le Cameroun est entré dans la légende industrielle. Et je trouve dommage aujourd'hui parce que en fait en 2016 on n'a pas su exploiter cette légende parce qu'en fait j'avais présenté des pièces fabriquées au Cameroun en zone CEMAC et nous sommes entrés dans la légende du monde industriel comme étant un pays fabricant. Dommage que l'année d'après on ait pu voir que des jus de fruits, mais bon je pense qu'on va pouvoir rectifier ça dans les années à venir. Prochaine image. Oui, c'est mon ministre. Je l'assume. On prend ce qu'on a et puis on fait avec, on essaie d'avancer. Vous êtes pratiquement devenu une personne ressource au sein de ce ministère. Oh, personne ressource, je sais pas, je suis la première championne déclarée par le ministère. Mon entreprise a été classée stratégique, mais par les efforts, parce que c'est 2 ans quand même d'enquête pour y arriver, par des efforts. Et je peux vous dire que j'ai bataillé dur pour mériter la place que j'ai aujourd'hui. Vous êtes toujours le SAMU de l'industrie au Cameroun, comme vous le dites très souvent. Oui, oui. Ça s'empire même encore. Ça s'empire parce que les entreprises industrielles grandissent, elles fleurissent de jour en jour. Elles ont de plus en plus besoin de nous. Et c'est vrai que c'est même effrayant. Ça en est effrayant en réalité. On va prendre une prochaine image. On en a encore 3 autres. On passe à la réalisation. D'accord. Bon. C'est un autre ministre qui a à cœur les PME, qui a à cœur une certaine politique du développement du Made in Cameroun. Je le respecte pour ça, parce que développer le Made in Cameroun, c'est quelque chose qui lui tient quand même à cœur. J'espère qu'on va travailler main dans la main pour y arriver véritablement.
La réalisation nous fournira 2 autres images. Oh là, le moniteur, il est trop Monsieur Jean-Baptiste Bokam. Ah, je vous vois venir. PCA. De la BISEC. De la BISEC. Vous savez très bien ce que j'en pense et je vais le dire. Allez-y. Je pense qu'il est grand temps que... Il y a 2 ans, quand j'ai commencé la bataille avec cette structure, personne ne pensait que on en arriverait là où nous en sommes arrivés aujourd'hui. Maintenant, il est PCA à la BISEC, il est quand même aussi à la Défense. Je ne suis pas président de la République, ce n'est pas moi qui fais les nominations. C'est au président de la République de savoir à qui il fait confiance et à qui il ne fait pas confiance. Vous avez des rapports tumultueux avec M. Bokam? Tumultueux personnel, non. Tumultueux avec une structure dont il est le PCA et où j'estime qu'il n'a pas assuré, oui. J'estime qu'il n'a pas assuré en tant que PCA. Vous parlez du détournement de 50 milliards de francs CFA qui fait les choux gras de la presse? Vous pensez qu'il n'y a que ça? Vous êtes loin du compte. Vous êtes loin du compte. Ils sont encore en train de creuser, attendez. Puisque vous êtes tellement défaitiste, tellement catastrophiste. Attendons encore, parce que les chiffres vont encore grossir plus que ça. Mais l'important aujourd'hui, c'est que, pour moi, l'important, c'est que les choses vont rentrer dans l'ordre. Parce que, n'eût été la découverte, on aurait pu encore, on est d'accord qu'on aurait pu continuer comme ça sur cette lancée pendant 10 ans. Mais bon, on a découvert. Très bien. La dernière image est celle qui m'intéresse le plus. Madame Audrey Chicot, votre vie est-elle en danger aujourd'hui? Je voudrais apporter une précision. Lorsqu'on est victime de cambriolage pendant 1 an, près de 8 fois, vous avez l'impression que c'est faire des... Il y a des gens qui en veulent à votre vie? Bah, s'ils en veulent à ma vie, tant pis pour eux. Moi, j'ai 43 ans. J'ai vécu une très belle vie. C'est très jeune pour mourir, Madame Chicot. Non, Thomas Sankara est mort beaucoup plus jeune. Qu'est-ce que vous croyez? Vous espérez une fin à la Sankara, c'est ça? Je suis sankariste, de corps et d'âme. Ça veut dire que je peux assumer une fin à la sankariste. Donc, je n'ai pas peur de la mort, en fait. J'ai peur de ne rien laisser après ma mort. Ça veut dire que je ne suis pas... L'intimidation ne marche pas avec moi. J'ai subi, comme vous avez dit, 8 braquages. Mais et alors? Je suis encore devant vous. Mon entreprise, pas plus tard qu'il y a 2 semaines, la dernière date il y a 2 semaines, mais vous arrivez aujourd'hui à l'entreprise, le lendemain, il n'y avait plus de traces de ce braquage. Si ma vie est en danger, c'est qu'il y a une raison. Bah, et si la raison elle est fondée, bah, j'assume. Je suis prête à prendre une balle pour ce pays. Très bien. J'aimerais que tous les Camerounais puissent en faire autant. Madame Audrey Chicot, femme très dynamique, travailleuse, acharnée, comment vous vous retrouvez dans un milieu d'hommes, l'industrie, la maintenance industrielle? Je pense qu'en fait, il y a des gens qui naissent comme ça, parce que je vais vous étonner peut-être, j'ai tellement l'habitude de raconter cette histoire. Je suis l'unique fille d'une fratrie de 8. Comment est-ce qu'on peut expliquer cela? Je suis née dans un milieu d'hommes. Je pense que j'ai été prédisposée pour évoluer dans un milieu d'hommes. Et j'ai toujours fait des choses pour contredire la nature qui voulait que les femmes soient fragiles, qu'elles ne fassent pas toujours. J'ai été la première présidente d'une coopérative scolaire, vous le savez. J'ai fait beaucoup de choses en premier plan. Mais, en fait, disons que peut-être que je me sens très à l'aise dans les milieux d'hommes. J'apprends à vivre avec les femmes. C'est un peu plus compliqué, mais je pense que ma... D'où vient cette passion pour l'industrie? Alors, je l'ai découverte du jour au lendemain. En fait, disons que depuis toute petite, j'ai toujours cherché ce que je pourrais faire pour mon pays. C'est à l'âge de 5 ans que je commence à me poser la question. Je pose la question, je dis à mon père, je vais écrire mon nom en lettres d'or dans ce pays, mais en faisant des choses qui vont rester. Parce que plus tard, je suis très choquée par la mort de Sankara, parce que c'est quelqu'un que je vénère. Je mets beaucoup d'espoir en lui quand il arrive. Je vois des choses, j'entends ses discours, je vois des choses qu'il dit sur les femmes. Vous vous rendez compte qu'à l'époque déjà, ce que les femmes sont en train de faire aujourd'hui, Sankara en a parlé à l'époque, à son époque. Et j'ai vécu donc là-dedans. Et je tombe amoureuse de l'industrie en entrant par hasard, comme ça. Je suis comptable à la base. Mon père me prédispose à la comptabilité. Moi, je voulais être journaliste. Mais il me prédispose à la comptabilité. Et puis après, quand j'y vais, je me sens pas à l'aise.
je me sens plus à l'aise dans le commercial et je tombe en allant livrer dans les industries. C'est à l'UQAM, je tombe. Waouh, une grosse industrie. Et il n'y a pas de femmes. Et je me dis, mais mon Dieu, qu'est-ce qu'on a bien pu faire pour ne pas mériter d'être là-dedans? Et je m'impose, je me dis, je vais y entrer. Je vais entrer dans je vais travailler avec des hommes, je vais m'imposer là-dedans et ils vont devoir m'accepter. Mais et encore une fois de plus, quand on s'impose ce genre de choses, il faut savoir que c'est par le travail. Parce que c'est pas, j'ai jamais eu, comme le terme usuel qu'on utilise actuellement, le piment. J'ai jamais été une vendeuse de piment. J'ai toujours travaillé très dur. Parce que pour mériter une place au sein des hommes, il faut travailler dur et très dur. Vous avez bénéficié quand même du soutien de votre belle famille. Du soutien moral et technologique. Soutien moral et technologique au début. Au début. Parce qu'il faut faire attention. Vous savez, la France-Afrique existera toujours et partout. J'en ai soit trop dit, soit peu. Pas assez. Des gens vont se contenter de ce que j'ai dit. Très bien. Madame Audrey Chicot, je l'ai indiqué, vous êtes une femme de principe, hyperactive, dynamique. Vraiment, c'est une dernière question pour sortir de notre phase d'échange. Oui. Vous employez votre époux, Monsieur Fabien Chicot, Oui. qui porte le pantalon dans la maison. Ah non, c'est lui. Par contre, en fait, j'ai tellement l'habitude de porter le pantalon en journée que quand je rentre chez moi, j'ai besoin d'être dans mon petit cabas, avec mon petit sandja, pour être aussi une femme. Chez lui, c'est lui qui porte le pantalon. Et il faut que les femmes fassent la limite entre les deux. Parce que là, on est vraiment dans le cas. Au bureau, il n'est pas question qu'il en place une plus que moi. C'est moi le patron. À la maison, il n'est pas question que moi j'en place une. Ça doit être douloureux hein, de vivre comme ça. Non, c'est pas douloureux. De recevoir des ordres de son épouse, qui est hyperactive, perfectionniste à souhait. Il m'a choisi pour ça. D'après vous, qu'est-ce que vous croyez? Vous pensez qu'un homme, il prend son portefeuille, tout son porte-monnaie, il donne à une femme, pourquoi? Il est intelligent. Il m'a choisi pour ça. Mais en fait, c'est tout bénef pour lui. En réalité, c'est tout bénef pour M. Chicot. Vous pensez qu'il ferait comment si ce n'était pas le cas? Madame Audrey Chicot, mille fois merci d'être venue dans le cadre de cette émission En fauteuil pour vous sur les antennes de la télévision du monde. Ce fut vraiment un plaisir de vous avoir reçu ce mardi. Le plaisir a été partagé et vraiment j'espère que j'ai pu apporter le maximum de réponses possibles. Surtout que j'ai donné de l'espoir aux femmes et aux jeunes. Et merci encore pour votre invitation et pour cet échange. C'est tout pour cette livraison d'un fauteuil pour vous sur les antennes de la télévision du monde. J'aurai certainement le privilège et le plaisir de vous retrouver mardi prochain avec un autre invité. Bien le bonsoir.